Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Donc, il est 11 heures, on va pouvoir commencer une petite introduction en attendant les derniers participants. Donc, bienvenue pour cet épisode numéro 6 de nos web-séries carrées. Donc, aujourd'hui, on est avec Charlotte Journel d'Agrotransfert qui va nous parler changement climatique et quels sont les impacts pour nos systèmes agricoles dans nos régions. Alors, pour rappel, ce webinaire est enregistré et sera disponible sur notre page YouTube Groupe Carré. Vous pouvez dès à présent retrouver nos précédents épisodes. Donc, vous pouvez retrouver des choses sur l'impact des stress, enfin, limiter l'impact des stress hydriques dans un contexte de changement climatique, améliorer l'efficacité de vos pulvérisations grâce à l'outil IGO, un décryptage des dernières évolutions de la future PAC par la Chambre d'agriculture, un webinaire sur le carbone pour comprendre les méthodes et les marchés pour les agriculteurs. Et le dernier qu'on a fait également, que je n'ai pas remis sur cette diapositive, sur l'agrivoltaïsme. Un petit mot sur la ferme pilote avant de démarrer. Donc, la ferme pilote, c'est une équipe de 5 personnes. Donc, Philippe Touché, qui se présentera juste après, qui fera une petite introduction avant de laisser la main à Charlotte, qui chapeaute toute l'équipe. Deux David, un David sur l'expérimentation et un David sur le lien technique avec nos technico-commerciaux. Moi-même sur la partie animation et formation. Et on a Julien qui nous aide sur le programme Sol Vivant que nous avons avec Nestlé et Earthworm. À la ferme pilote, on a différents axes de travail. Donc d'abord, tout ce qui est expérimentation, recherche et développement et innovation en agriculture. Partager toutes nos connaissances sur l'agriculture avec nos groupes de développement Carré Performance et nos formations. Et on fait aussi de la pédagogie et de la communication, notamment auprès des étudiants des milieux agricoles de la région. Donc, la ferme pilote en quelques chiffres, 190 hectares de culture régionale. Nous, on a en général chaque année une trentaine d'hectares dédiés à l'expérimentation. Une quinzaine de partenaires qui nous épaulent dans nos recherches et développements. À peu près 150 agriculteurs formés chaque année avec nos formations et nos carrés performance et webinaires. On a en général une quarantaine thématiques d'essais chaque année. Et je vais laisser la main à Philippe pour cette petite introduction. Merci beaucoup, Maude. Donc, Philippe Touchet, directeur d'innovation pour le groupe Carré. Avant de laisser la parole à Charlotte, on voulait vous redonner quelques éléments qu'on avait travaillé il y a de ça quelques temps avec la ferme pilote. On s'appuie notamment sur l'observatoire Oracle régional. Charlotte pourra en dire un petit mot. C'est un outil de travail qui est piloté par les équipes Météo France et la Chambre d'agriculture pour regarder les évolutions passées du changement climatique, spécifiquement en lien avec les productions agricoles. Donc, pour rappel, sur notre région des Hauts-de-France, on a trois types de climats, enfin plutôt même deux principaux. On a un climat plutôt océanique franc et altéré, suivant si on se situe plus ou moins dans les terres, et puis un climat océanique dégradé qui est un peu plus à l'intérieur. Donc, le climat océanique franc, c'est en moyenne une température de 11 degrés, c'est plutôt une faible amplitude annuelle, justement par l'effet maritime. Des précipitations un peu plus abondantes et fréquentes en hiver, qu'on retrouve notamment sur ce que nous on appelle le haut pays. Et puis le climat océanique dégradé, donc le numéro 3 sur la carte. Donc là, on est sur une température moyenne un peu plus élevée, un peu moins d'un degré de plus, des épisodes de gel plus fréquents et surtout une variabilité interannuelle importante, que ce soit sur les températures et les précipitations, notamment ces dernières années, avec les phénomènes d'orage de plus en plus fréquents. Quand on regarde dans le rétroviseur, c'est ça que nous permet l'outil Observatoire Oracle, et qu'on regarde depuis 60 ans, qu'est-ce qui s'est passé sur la région. Le premier élément le plus important, c'est de dire que l'augmentation de la température moyenne annuelle est assez importante. On prend en moyenne 0,3 degrés par décennie. Donc sur 60 ans, ça fait déjà 1,8 degré. C'est très important pour la région. Les précipitations annuelles n'ont pas forcément bougé. En moyenne, on est toujours autour de 700 mm sur la région, mais on remarque une variabilité interannuelle qui s'est accentuée. Exemple 2021 à 2022, on passe de très pluvieux à très sec. On perd et puis deux tendances importantes. On perd des nombres de jours de gel, 2 à 3 jours par décennie. Donc sur 60 ans, on en est entre 12 à 18 jours suivant
les contextes régionaux, et on gagne des jours estivaux. Un jour estival, c'est quand la température maximale dépasse les 25 degrés. Donc, Charlotte vous en reparlera, c'est aussi en lien avec le risque d'échauffage pour les céréales. Et suivant les zones, on a gagné entre 6 à 10 jours jusqu'à 8 à 20 jours quand on est rentré à l'intérieur des terres. Donc, ça pose des questions pour l'évolution des céréales là-dessus. On se préoccupe beaucoup à la ferme pilote de ces questions-là, et puis on essaie de rattacher ce sujet d'adaptation au changement climatique à ce dont vous a parlé Maud, différents sujets connexes, donc la vie des sols, savoir comment ces éléments jouent sur l'évolution de la fertilité biologique et comment la fertilité biologique peut nous aider à tamponner certains effets, les possibilités ouvertes par le changement climatique sur des nouvelles cultures. Peut-être que vous le savez, mais on est assez impliqué sur le développement du tournesol et du soja cette année. L'amélioration des techniques d'irrigation, notamment depuis 3 ans de l'expérimentation en micro-irrigation. Et puis, on a des outils à disposition qu'on essaie d'intégrer, donc sur nos experts, une enquête annuelle sur les coûts de production et l'outil qu'on vous propose aujourd'hui sur les carrés performance, les webinaires, pour faire de l'ouverture sur ces sujets. Et on est très content d'accueillir Charlotte Jornel, donc chargée de mission à AgroTransfert, qui va se présenter, qui est notre intervenante aujourd'hui pour nous parler des projections du changement climatique sur notre région des Hauts-de-France. Charlotte, on te laisse la parole pour 40-45 minutes. Merci, merci Philippe et merci pour la sollicitation. Je vais me présenter rapidement et puis après je vous présenterai un petit peu AgroTransfert pour ceux qui ne connaissent pas et puis après je rentrerai dans le vif du sujet. Donc, je suis donc chargée d'un projet au sein d'AgroTransfert qui s'appelle Réseau, autour de tout ce qui est résilience des systèmes de culture à l'aléa sécheresse et dans lequel on a un focus sur tout ce qui est changement climatique que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas assez rapidement, sans rentrer trop dans le détail, AgroTransfert, en fait, on est une association qui a été créée en 1991 à l'initiative, en fait, de la recherche, donc de l'INRA, des chambres d'agriculture de la région, qui trouvaient qu'il manquait un maillon, finalement, un peu en région pour pouvoir bien répondre aux problématiques de la région, du contexte agricole de la région. Et donc, ce maillon avait pour objectif de finalement mettre en synergie les moyens et les compétences de la recherche et du développement dans l'idée de conduire des projets d'innovation opérationnels. Opérationnel, ça veut dire pour nous qu'en fait, on a pour objectif d'avoir des sorties très concrètes à la fin d'un projet, des sorties qui puissent être remobilisées vraiment sur le terrain par le monde du conseil, par les agriculteurs. Donc, c'est ce qu'on met derrière opérationnel et qui soit bien évidemment adapté au contexte local. Et l'idée, elle est vraiment d'être en anticipation, c'est-à-dire de répondre aux besoins d'évolution de l'agriculture de la région. C'est pour ça donc qu'on est vraiment cette interface recherche-développement. AgroTransfert, ça a longtemps été assez descendant de mobiliser les résultats de la recherche pour le développement agricole qui derrière accompagnait les agriculteurs. Mais de plus en plus, les agriculteurs sont aujourd'hui acteurs de nos travaux, puisque au-delà d'exprimer des besoins et de tester les solutions ou les résultats qu'on produit, ils sont source d'innovation. On sait que les agriculteurs attendent pas forcément qu'on leur donne clé en main des choses et qui testent et qui mettent en place des innovations. Donc, on va de plus en plus aussi dans les exploitations agricoles chercher ces innovations. Et donc, comme on est une association, on a un cortège finalement d'adhérents à l'association qui sont finalement très diversifiés en termes d'acteurs, à la fois forcément tout ce qui est autour de la recherche et du conseil des chambres, mais aussi des acteurs plus industriels, des instituts techniques, etc., etc. Donc là, vous avez un petit peu le panel de tous les adhérents de la structure. Et très rapidement, donc, on travaille sur différents sujets d'innovation, donc à la fois sur des sujets autour de tout ce qui est sol, stockage du carbone, agriculture de conservation, tassement, des sujets autour de la réduction des herbicides, de la pomme de terre, de la gestion de l'azote, de l'agriculture biologique et puis aussi de la biomasse. Et donc, le projet dans lequel je travaille sur tout ce qui est stress hydrique et changement climatique. Et pour finir, donc on est basé à Étrémons et puis on a aussi une antenne sur Arras. Donc on est une trentaine de salariés à travailler en tant que chargé de projet globalement chez AgroTransfert pour conduire donc différents projets. Et donc on est assez ouvert à partager nos travaux et à discuter autour d'une chicorée ou d'un café ou d'un gâteau battu.
Voilà, donc je vais rentrer dans le vif du sujet autour donc, du changement climatique, donc en faisant un zoom sur l'effet du changement climatique pour les Hauts-de-France et ses impacts. Donc on va appeler finalement, ce qui nous intéresse, c'est un peu d'essayer d'estimer le niveau de risque pour les exploitations de la région. Et donc ce niveau de risque ou cette vulnérabilité, en fait, c'est à la fois une combinaison de la probabilité d'apparition d'un risque, donc ce qu'on va appeler l'exposition au changement climatique, et puis l'impact de ces stress hydriques sur les cultures. Et donc, ce qu'on va chercher derrière, c'est une fois qu'on a un peu évalué finalement ce risque, c'est d'essayer d'imaginer des pistes d'adaptation pour limiter et réduire le risque, ou en tout cas de voir comment on peut le gérer. Alors, je pense qu'il y a des petits changements dans ma présentation, mais c'est pas grave, de diapo, mais c'est pas très grave. Alors, à quel climat s'attend demain pour les Hauts-de-France? Avant de vous parler de demain, alors Philippe l'a déjà fait, donc je vais passer un peu plus vite. Je voulais déjà vous parler d'aujourd'hui. J'ai fait des extractions de différentes revues agricoles, enfin, notamment de l'Agreste, qui montrent que finalement, les effets du changement climatique, on les observe déjà depuis ces dernières années. Que ça soit par exemple en 2018, pardon, donc c'est en vert, hein, le petit graphique en vert qui montre que finalement, on avait des froids tardifs, des chaleurs printanières, des excès d'eau. À l'inverse, en 2019, voilà, une année soumise aux caprices de la météo. Si on passe en 2020, grosse sécheresse dans toute la région. En 2021, des aléas météorologiques encore. Et puis en 2022, bon, je ne vous retrace pas l'année 2022, vous l'avez tous en tête. Mais on a vu notamment chez nous dans la Somme des orges de printemps irriguées, ce qui n'était quand même pas forcément très fréquent jusqu'à aujourd'hui. Donc tout ça pour montrer que finalement, ces impacts du changement climatique, on les observe déjà et c'est surtout des aléas qu'on observe finalement beaucoup. Et d'ailleurs, quand on a été rencontrer des agriculteurs pour avoir un peu leur idée de comment eux voyaient le changement climatique, on avait un premier agriculteur donc sur Amiens qui nous disait que finalement, depuis 20 ans où il est installé, il voit de plus en plus de variations de température, de précipitations, et que ça cause à la fois aussi bien des problèmes finalement sur les cultures de printemps que sur les cultures d'hiver. Et que c'est vraiment ça qui ressort le plus, c'est cette variabilité. Ensuite, on avait un autre agriculteur qui était là, basé dans l'Oise, qui de la même façon finalement, alors sans rentrer dans tout le détail, mais retranscrivait aussi un peu ça. Chaque année depuis 2018, il y a un aléa climatique. Donc en 2018, c'était une sécheresse. En 2015, c'est des problèmes sur la pomme de terre. En 2016, énormément de pluie, etc., etc. Donc en fait, depuis plusieurs années, on observe des alternances de fois d'excès d'eau, de manque d'eau et de fortes températures, ce qui était quand même un peu moins le cas avant. Et puis un petit zoom plus particulièrement sur ce que pensent les agriculteurs sur le risque de la sécheresse, qui était le projet plus particulièrement sur lequel je travaille. On avait fait une enquête en ligne et ce qu'on peut voir assez rapidement, c'est que pour 70% des agriculteurs, la sécheresse, elle est aujourd'hui un événement fréquent et qu'il y en a 60% d'entre eux qui se sentent vulnérables finalement à la sécheresse, en sachant que ceux qui se sentaient moins vulnérables étaient essentiellement des agriculteurs qui avaient de l'irrigation, qui pouvaient à ce stade encore compenser ces problématiques de sécheresse. Et puis quand on leur demandait de se projeter un petit peu plus finalement à court terme, hein, sur 10-15 ans, sur quelle sera la disponibilité selon eux en eau pour l'agriculture, la majorité pense qu'effectivement il y aura moins d'eau pluviale de disponible, que les sécheresses vont augmenter et qu'il y aura aussi également des problèmes de recharge de nappe, ce qui peut vouloir dire derrière se traduire par des problèmes derrière aussi d'accès à l'irrigation. Voilà, donc ça c'était pour le petit panel de ce qu'on pouvait, le petit retour en arrière de ce qu'on pouvait déjà observer avant de vous parler du coup du climat de demain. Alors quel temps fera-t-il demain? Alors j'ai fait exprès de parler de temps pour bien différencier le temps du climat. C'est pas la même science. Je parle pas là de météo, je parle bien de climat. En fait, quand on dit quel temps fera-t-il demain, c'est la météorologie. C'est une étude des phénomènes à un instant T, des phénomènes atmosphériques. On va regarder la pression atmosphérique, la température, etc. Et on arrive avec des modèles à estimer le temps qu'il va faire dans les jours à venir. Donc c'est un laps de temps très court. Quand on regarde le climat, c'est de la climatologie et c'est essentiellement de la statistique. On va du coup travailler forcément sur des périodes un peu longues, au moins 30 ans par convention, pour pouvoir avoir statistiquement quelque chose qui soit représentatif, pour pouvoir en sortir des tendances.
Et donc, basé sur les connaissances des événements qui se sont passés dans le passé, on va essayer de faire une estimation des risques des changements de climat pour demain. Et donc là, on est sur une échelle de temps plus longue. On s'est projeté sur de la décennie, voire le siècle. Et donc, quand on voit des données de projection climatique, on peut voir des tendances, puis parfois on peut voir aussi des données un petit peu variables. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est incapable, bien évidemment, de dire précisément la température de 2071, de 2085. On donne des tendances d'évolution et puis des estimations de la variabilité. Mais on n'est pas capable de prédire très précisément le 1er janvier 2075, le temps qu'il fera, même si on peut parfois voir ce genre de données. Il faut bien analyser que c'est plus de la statistique d'évolution. Alors, je reviens à ma question de départ qui nous intéresse. Quel climat à venir pour les Hauts-de-France? Eh bien, je vais faire une réponse de Normand, ça dépend. En fait, les projections climatiques, elles vont se baser sur plusieurs choses. Et donc, on va avoir potentiellement plusieurs résultats. Les projections climatiques, elles vont déjà se baser sur des scénarios d'émissions. Elles vont aussi se baser sur des modèles climatiques et sur différents horizons de temps. Les scénarios d'émissions, c'est en fait des scénarios d'émissions de gaz à effet de serre qui vont dépendre en fait de choix sociopolitiques qui seront faits par nos dirigeants. Et donc, en fonction de ces choix, on va avoir plus ou moins d'émissions de gaz à effet de serre et donc des réchauffements différents. On parle classiquement, on présente généralement deux scénarios, celui qu'on appelle le RCP 8.5, qui est en fait un scénario qu'on va appeler pessimiste, dans lequel en fait on continue comme aujourd'hui à émettre la même quantité de gaz à effet de serre, enfin en tout cas pas continue comme aujourd'hui, mais on ne change rien à notre façon de faire et on continue du coup d'émettre de plus en plus de gaz à effet de serre et donc on augmente continuellement un peu la température. Ensuite, on a un scénario qu'on appelle optimiste, qui est le 4.5, qui considère qu'à partir de 2050, nos stratégies sociopolitiques nous permettront de baisser nos émissions de gaz à effet de serre et donc de limiter les hausses de température. Et puis après, on a le 6.0 qui est un peu intermédiaire, mais souvent, généralement, dans les présentations, on présente l'optimiste et le pessimiste, c'est ce que je vais faire juste après. Ensuite, on se base sur des modèles climatiques. Alors, les modèles climatiques, sans rentrer dans le détail, en fait, il existe des modèles qu'on appelle globaux qui estiment finalement à partir des projections du GIEC un petit peu les émissions, les variations de température, etc. Ces modèles-là, on sait repartir de ces modèles-là globaux pour finalement intégrer un peu plus tout ce qui est topographie précise, finalement à une échelle assez précise, ce qui nous permet de descendre sur des projections beaucoup plus précises à une échelle beaucoup plus basse, qui est une maille finalement de 4 km sur 4. Donc en fait, on est capable de faire une projection climatique en Hauts-de-France pour des carrés qu'on va définir de 4 km sur 4, qui se basent du coup sur la distance précise par rapport à la mer, sur la topographie, etc., ce qui permet d'avoir des choses assez précises. Il existe une douzaine de modèles régionalisés qui nous permettent d'avoir des projections climatiques précisément pour les Hauts-de-France et pour cette maille assez faible. Et en fait, les modèles ne disent pas exactement la même chose en termes de projection de température et pluviométrique. Il y a des modèles qui vont prévoir plus de pluie que d'autres et des modèles plus de réchauffement que d'autres. Nous, on a fait le choix pour la présentation de travailler sur un modèle médian, c'est-à-dire qu'un modèle qui prévoit, qui est un peu un médiane en termes de projection de pluviométrie et de température. Et puis, la dernière chose sur laquelle on peut travailler, c'est les horizons de temps. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, on part sur des horizons de 30 ans. Et donc, il y a un horizon moyen donc, qui encadre 2050, donc 2030 à 2060, et puis un horizon plus lointain, autour de 2070. On pourrait aller encore un peu plus, avoir un horizon encore plus lointain. Bon, nous, on se cantonne déjà, c'est déjà beaucoup de regarder 2070. Bon, voilà, on présente classiquement ces deux scénarios-là, ces deux horizons de temps. Et puis, à chaque fois, forcément, on présente par rapport à une période de référence, puisque ce qui est important, c'est regarder vraiment les évolutions. Donc, la période de référence choisie, c'est 1975 à 2005. Voilà, donc en fonction du choix de scénario, du modèle climatique et des horizons de temps, on va avoir des projections de température et de pluviométrie. C'est ce qui fait que, entre ma présentation et puis peut-être une autre que vous avez suivie, on n'a pas exactement le même chiffre qui est présenté. Par contre, on a globalement à chaque fois les mêmes tendances qui s'observent.
Alors, vous allez me dire, c'est intéressant tout ce que je raconte, mais ce qui est important maintenant, ce qui vous intéresse le plus, c'est concrètement ce qui va se passer pour les Hauts-de-France. Donc les résultats que je vous présente, elles sont issues déjà de la plateforme du DRIAS. Donc c'est une plateforme, enfin, c'est accessible, les données sont accessibles à tout à chacun. Donc vous pouvez, de vous-même aller chercher, des variables climatiques et les regarder. Je vous ai dit, je vous ai présenté les 2 scénarios d'émissions optimistes, pessimistes, le modèle un peu médian que j'ai utilisé et puis les différents horizons de temps. Ce que je vais vous présenter là, c'est des valeurs relatives, c'est-à-dire que je vais comparer la période, les projections, enfin les horizons de temps à la période de référence. Alors, un premier tableau dans lequel donc on retrouve plusieurs variables climatiques, température, précipitation, ETP et bilan hydrique, 2 horizons de temps et mes 2 scénarios, donc à gauche en bleu, l'optimiste et en vert le pessimiste. Donc si on regarde la température, déjà la température, on voit, que finalement, quand on prend un scénario plus on prend un scénario pessimiste, plus la température augmente et plus on regarde un horizon lointain, plus la température augmente. Donc on peut aller jusqu'à, dans un scénario pessimiste lointain, à une augmentation de 2,5 en moyenne. Quand je regarde le cumul de précipitations à l'échelle des Hauts-de-France, de la même façon. Donc là, finalement, contrairement à ce qu'on pouvait au départ imaginer, on a plus de pluie. Peu importe le scénario que je prends et l'horizon de temps que je regarde, on a globalement en cumul plus de pluie. Par contre, je suis bien d'accord qu'on présente là, c'est un cumul pour l'année et qu'on a forcément de la variation saisonnière, j'en reparlerai après. Ensuite, on a l'ETP. Donc, l'ETP, qui retranscrit finalement ce qu'on peut appeler aussi la demande évaporative. Ça va nous donner une idée finalement un peu des besoins que pourraient, avoir les plantes et puis, donc de l'évaporation du sol. Et donc ça, on voit que ça augmente énormément. Donc là, finalement, de la même façon que la température, plus on est sur un scénario pessimiste et un horizon lointain, plus ça augmente. Et donc quand je regarde finalement ces 2 variables, donc quand je regarde le bilan hydrique, que je mets les précipitations moins l'évapotranspiration, donc l'offre que je vais avoir et la demande que je vais avoir, on va avoir une diminution du bilan hydrique. Donc on aura quand même moins d'eau globalement de disponible pour les plantes. On reste sur des bilans hydriques positifs, c'est ce que je vous ai mis en dessous avec les petites flèches pour avoir quand même la valeur absolue de cumul, enfin de la valeur du bilan hydrique. Donc on reste sur des bilans hydriques positifs à l'année. Mais par rapport à la période de référence, on a une réduction. Et bien évidemment, comme je vous l'ai dit juste avant, alors je suis désolée, j'ai l'impression que mes polis sont pas mal changés, mais donc on va avoir plus de précipitations, mais c'est surtout quand on regarde en détail, plus de précipitations l'hiver. On en a moins l'été, mais en tout cas, quand on en a plus l'été, c'est essentiellement des grosses pluies. On va avoir plutôt de fortes pluies d'orage qui ne sont pas forcément des pluies qui sont efficaces. Et de la même façon, sur les bilans hydriques, on va avoir une amplification des déficits hydriques sur la période estivale, puisque comme je viens de vous le dire, finalement, l'augmentation de la précipitation, elle se fait essentiellement l'hiver. Donc, ce qui veut dire, a priori, quand même moins d'eau disponible pour les cultures, en tout cas les cultures de printemps. Maintenant, je vais vous présenter un petit peu plus, rentrer un peu plus dans le détail. Je vous parlais tout à l'heure de l'intérêt des modèles régionalisés qui nous permettaient d'aller à une maille plus fine. Finalement, on est capable de voir des projections climatiques sur cette échelle, sur cette maille, on va dire, de 4 km sur 4, qui nous permet de rendre compte d'une variabilité spatiale. Donc là, à gauche, de la même façon, vous avez une carte avec ces différentes mailles qui montrent l'évolution de la température entre ma période de référence et l'horizon moyen autour de 2050 pour le scénario pessimiste. Donc, les augmentations, elles sont très variables en fonction de l'endroit où on est dans la région. On a une augmentation qui va de plus 1,5 degré à plus 1,78 et on voit bien que sur la côte, sur la période, voilà, sur la zone côtière, on a une augmentation moindre que quand on descend dans le sud de la région. En termes de pluviométrie, de la même façon, on va avoir une variabilité d'augmentation de la pluviométrie. On est bien à chaque fois partout dans de l'augmentation. Par contre, on augmente en moyenne de 30 mm dans le sud de la région et on augmente plus sur la région de la côte et puis dans l'Avesnois. Et l'ETP, l'ETP suit un peu la même tendance finalement, on va dire, que la température, hein, c'est un peu lié quelque part. On va avoir une augmentation de l'ETP sur la côte, mais on en a encore une plus importante dans le sud du département, de la région. Donc, de la même façon, si je remets bout à bout un peu, si je compare l'offre, la précipitation, moins la demande, l'évapotranspiration,
qu'on peut regarder en termes d'évolution du bilan hydrique. Donc, sur la carte de gauche, cette fois, j'ai mis le bilan hydrique en valeur absolue, c'est-à-dire que la vraie valeur. Donc, on a des bilans hydriques qui vont entre, on va dire, légèrement positifs, 10-20 mm, jusqu'à, sur la zone de la côte, des bilans hydriques de 350-400 mm. Et ben, quand on regarde l'évolution pour chacune de ces mailles par rapport donc, aux évolutions de précipitations ETP, finalement, sur la côte, on reste sur un bilan hydrique qui va quand même augmenter de 10 mm. Par contre, quand on descend sur le sud de la région, là, cette fois-ci, on va avoir une baisse jusqu'à 80 mm du bilan hydrique. Et puis, dans la zone un peu intermédiaire, on a une baisse autour de 40-50 mm d'eau à l'année. Voilà donc pour la variabilité spatiale. J'ai fait un petit zoom sur le climat de Gouy-sous-Boulogne, qui est finalement la station de la ferme pilote. Du coup, je vous ai remis cette fois-ci des valeurs absolues. Donc, je vais pas ça montre l'évolution de la période de référence à l'horizon moyen, mais cette fois-ci, les vraies valeurs. Donc, si on regarde la température moyenne, donc on était à peu près à 10,7 degrés, on passerait à 12,4 degrés. Tout à l'heure, Philippe parlait d'augmentation des fortes températures. Effectivement, on va avoir une augmentation du nombre de jours très chauds. Donc, on passe de 34 jours de jours chauds à 64 jours. On a une baisse du nombre de jours de gel par an. Quand on regarde les rayonnements, cette fois, on a une augmentation des rayonnements. On verra juste après l'intérêt finalement de l'augmentation aussi. C'est l'effet peut-être un peu positif quand même du changement climatique, c'est cette augmentation du rayonnement. La pluviométrie qui augmente très légèrement, le TP par contre qui augmente pas mal, ce qui fait qu'au final, le bilan hydrique va quand même diminuer. Il était positif et il devient négatif. Et une dernière source de variabilité, c'est forcément la source à la fois saisonnière, donc intra-annuelle, mais aussi interannuelle. Donc la variabilité d'une année à l'autre. Donc, si on regarde les courbes pleines, il y a un déficit hydrique qui augmente sur les périodes estivales. Donc, sur mai, juin, juillet, on accentue le déficit hydrique. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est de regarder les flèches qui sont en pointillé, qui nous montrent la variabilité interannuelle. C'est-à-dire que sur la période de référence, on voit bien que ces flèches-là, qui sont donc les flèches verticales en pointillé, eh bien, elles augmentent quand on regarde les projections climatiques. C'est-à-dire qu'on va avoir des fois finalement beaucoup de pluie, des excès d'eau, mais aussi des bilans hydriques très, très déficitaires. Et en fait, c'est ce qui est le plus compliqué, à mon sens, en agriculture, s'adapter à une évolution tendancielle en y mettant les moyens de s'adapter, c'est faisable. Par contre, gérer finalement l'aléa climatique, c'est très compliqué. Et c'est ce qui se passe le plus finalement en Hauts-de-France par rapport finalement ce qui se passe dans le sud de la France où ils sont dans des situations, des verrous certainement à un moment donné parce qu'il manquera énormément d'eau tout le temps. Chez nous, c'est plutôt la problématique de l'aléa qui sera compliquée à gérer. On reste globalement sur des contextes de production qui sont positifs, mais avec des gros aléas. Alors, du coup, on en vient à la question de l'impact de ce changement climatique pour les productions des Hauts-de-France. Je passe très rapidement, je pense que vous connaissez ça bien mieux que moi. Les besoins physiologiques des plantes. Donc, une plante pour grandir et se développer, elle a besoin forcément de chaleur. Donc, de chaleur, pas n'importe laquelle. Il y a des températures minimales en dessous de laquelle elle ne pousse pas et des températures maximales aussi dans lesquelles elle ne pousse pas vraiment. Donc, il y a un optimum de température, plus des températures qui peuvent être létales avec des gels, etc. La plante, elle a besoin d'eau. Elle a besoin d'eau à la fois pour se nourrir, pour pouvoir faire sa photosynthèse et sa transpiration. Et cette transpiration, elle permet aussi de refroidir les feuilles. Et puis, c'est ce qui va permettre la circulation de la sève et du coup l'absorption des nutriments. Et elle a besoin de lumière. La lumière qui, du coup, se traduit par les rayonnements dont je vous parlais juste avant. Donc, c'est cette lumière, ce rayonnement qui va permettre d'activer la photosynthèse et du coup de transformer le CO2 et l'eau en biomasse, en sucre et donc en biomasse. Voilà, et forcément, elle a besoin aussi de minéraux qui, du coup, là, ne sont pas directement liés au climat, mais c'est grâce à l'eau et à l'absorption de l'eau que se fait l'absorption des minéraux. Tout ça pour dire que si je reprends mon contexte de projection climatique, on voit que les températures moyennes, elles augmentent. Donc, le fait que les températures moyennes augmentent, ça peut être positif dans le sens où finalement, on a peut-être des plantes qui s'étaient pas adaptées à nos conditions, qui vont pouvoir être adaptées demain. Peut-être le tournesol sera mieux adapté, le sorgho. Mais on voit aussi, ça peut être positif comme négatif, des raccourcissements de cycle.
Finalement, le raccourcissement de cycle du fait de cette augmentation de température, encore une fois, ça peut être intéressant pour des cultures qui ne pouvaient pas avoir le temps de finir leur cycle à temps. Par contre, le raccourcissement de cycle crée des décalages des stades phénologiques qui peuvent créer à ce niveau-là des problématiques. On a une augmentation des jours chauds, ce qui peut conduire à des risques d'échaudage. Alors là, on reprend le cas du blé, par exemple. Le blé, effectivement, il y a des risques d'échaudage parce qu'on l'a vu tout à l'heure, il y a beaucoup plus de jours chauds, à plus de 25 degrés. Par contre, grâce au raccourcissement de cycle, on peut espérer esquiver un peu, c'est ce qu'on voit finalement dans les projections climatiques qui sont faites. Et quand on regarde le risque pour le blé, c'est qu'au final, il s'en sort plutôt bien parce que même s'il y a plus de jours à forte température, grâce au raccourcissement du cycle, il va peut-être esquiver ces périodes un peu problématiques. Et on a moins de jours de gel, donc ça, c'est plutôt positif. Par contre, le fait qu'on ait finalement cette température, ou moins de température froide, on peut avoir une problématique parfois déjà d'une végétation qui va être moins préparée. On a des plantes qui ont besoin quand même d'une période de vernalisation pour pouvoir s'adapter derrière, pour faire leur cycle, ou même un passage qu'on appelle d'endurcissement, donc une baisse toute régulière et faible des températures pour pouvoir la plante lui permettre de se développer. Donc là, finalement, ça peut être mis en cause. Et puis, je parlais justement de raccourcissement de cycle. C'est ce qu'on a vu cette année sur la vigne, sur l'arbo. C'est qu'au final, du fait du raccourcissement de cycle, on a des stades qui arrivent plus précocement. Et donc, on peut quand même encore avoir quelques gels, même s'il y en a moins tardif, et du coup, être très impactant. Ensuite, l'eau, alors là, comme je vous l'ai montré, on aura les deux cas de figure. Parfois, des excès d'eau qui vont conduire à des risques d'asphyxie, puis forcément des déficits qui vont créer des problèmes de dépérissement de plantes et d'une réduction d'absorption des nutriments. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle du coup un stress induit. On a aussi un impact de cette modification des températures et de l'eau sur la photosynthèse. Donc finalement, si on a des problèmes de stress hydrique, la plante se met en protection, on va dire, et donc réduit sa photosynthèse. Et puis de la même façon, s'il y a des trop fortes chaleurs, elle va se mettre en mécanisme de protection et réduire sa photosynthèse. Par contre, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a aussi tout n'est pas négatif dans le changement climatique. On observe plus de rayonnement, ce qui va activer plus la photosynthèse, permettre plus de transformation des sucres en biomasse. Et on a aussi plus de CO2. Et donc, pour certaines cultures, typiquement les céréales, qu'on appelle des plantes en C3, cette augmentation de CO2, elle est assez bénéfique en termes de production de biomasse. Donc, on voit des effets compensatoires entre les variables climatiques, ce qui fait qu'en fonction des cultures, l'impact va être très variable, donc, selon les espèces, voire les variétés, le stade de croissance et même le sol. Et du coup, ce qu'on a besoin pour étudier finalement l'effet du changement climatique sur les cultures, c'est de la connaissance de l'écophysiologie des plantes, donc de ses sensibilités et aussi des résultats qu'on attend. Au-delà des rendements qu'on peut attendre, c'est aussi de la qualité. Il faut pouvoir être capable de retranscrire pour certaines cultures dont il y a un vrai, des cultures avec des contrats sur lesquels il y a un vrai enjeu de qualité, de pouvoir essayer de voir ce qui va impacter la qualité. Et puis forcément, on n'a pas le même impact en fonction du type de sol qu'on a et surtout de la profondeur et de la réserve en eau qu'on va avoir. Donc tout ça, on a besoin de les intégrer pour bien étudier l'effet du changement climatique. Et donc pour étudier cet effet du changement climatique, on fait appel à ce qu'on appelle l'agroclimatologie, donc l'étude de l'impact du changement climatique sur l'agriculture. On a plusieurs outils dans l'agroclimatologie, les indicateurs climatiques, les indicateurs agroclimatiques et les modèles de culture. Les indicateurs climatiques, j'y reviens pas, je vous les présenter, c'est ce qui nous permet d'avoir une idée du contexte global dans lequel s'exercera les productions agricoles. Les indicateurs agroclimatiques, vous avez dû en entendre parler, ça devient quelque chose d'assez commun maintenant de travailler avec ces indicateurs-là. Ils fournissent une information assez synthétique de l'effet du climat sur le fonctionnement des cultures, ce qui nous donne une idée du potentiel, des contraintes potentielles, voire des nouvelles opportunités. Et donc, en fait, on va chercher à identifier des indicateurs agroclimatiques pertinents d'une culture et de regarder quelles étaient les valeurs de ces indicateurs sur la période de référence et comment ils vont évoluer avec les projections climatiques. Et ça va nous donner une idée en tendance de la faisabilité climatique. Avec les indicateurs, on ne peut pas estimer le rendement précisément, mais on peut voir s'il y a des choses qui vont devenir très impactantes pour une culture, voir si finalement il y a des stress qui se faisaient, par exemple un stress de risque de température trop froide ou de gel sur une culture qui n'était pas adaptée. Est-ce que c'est réduit et ça permet l'opportunité de nouvelles cultures? Je vais vous donner un petit exemple d'indicateur agroclimatique sur les pois protéagineux.
Donc, en fait, pour vous montrer un peu ce qu'on cherche à faire. L'idée, elle est des indicateurs agroclimatiques, on en connaît beaucoup. Bien évidemment, ce n'est pas les mêmes qu'on va calculer entre un blé, un colza et un pois protéagineux. Ce qu'on va chercher à identifier, c'est la sensibilité des cultures et du coup les indicateurs d'intérêt pour la culture, et puis de regarder les périodes d'intérêt, les stades. On ne va pas calculer à tous les moments des risques de gel et on ne va pas prendre le même seuil de gel. Quand le pois, là, par exemple, aux périodes pendant le stade semi-levé, il va être sensible à des températures très froides, de -15. Et en fait, quand il a début floraison, il est sensible à un gel, voilà, plutôt à un gel, une température de 0 degré. Donc, ce qui est vraiment important, c'est d'identifier à la fois les indicateurs avec leur seuil, ça c'est ce qui est le plus compliqué à trouver, c'est le bon seuil, et puis d'identifier le stade de sensibilité. Et vous vous en doutez, le problème, c'est qu'au final, ces connaissances-là, on les a sur les grandes cultures qui sont travaillées majoritairement un peu partout dans le monde. Par contre, clairement, quand on regarde les cultures de la région, les endives, les légumes, les oignons, les carottes, les pois de conserve et les endives et les pommes de terre, on a beaucoup moins de connaissances et donc c'est un petit peu plus compliqué de pouvoir retranscrire. Et en tout cas, c'est des travaux qu'on va chercher à faire, nous, avec les partenaires du projet que je vous présenterai tout à l'heure. Un petit exemple plus concret d'indicateurs qu'ont réalisé des étudiants de l'ISA dans le cadre d'un module. On leur a demandé de travailler sur l'identification d'indicateurs pour le pois de conserve, parce qu'il n'existait pas, donc, comme je vous le disais, beaucoup de choses sur les légumes. Ils ont donc identifié des stades qui étaient pertinents à regarder et des indicateurs. Donc là, j'en ai mis 4. Le risque de gel entre semis élevés, la date de floraison et de récolte, le stress hydrique entre floraison et récolte et le risque de forte chaleur. Et donc, on a calculé ces indicateurs pour 2 cas de figure, un semis précoce et un semis plus tardif. Ce n'est pas exactement la même localisation, mais les climats n'étaient pas très différents. Je vous ai présenté des graphiques comme ça. Alors, comment les lire? Donc, la barre du milieu, c'est ce qu'on appelle la médiane. C'est-à-dire qu'en dessous de cette barre pleine, il y a 50% des valeurs et au-dessus, 50% des valeurs. Si je reprends ce que je disais tout à l'heure, où j'ai travaillé avec 30 années climatiques, en gros, on va avoir 15 valeurs en dessous de cette barre et 15 valeurs au-dessus. Et puis après, je vous ai mis les extrêmes, le minima et le maxi, qui permet d'avoir une idée aussi de cette variabilité. Donc là, on a regardé la date de floraison. Donc la date de floraison, elle a été calculée dans le cas d'un semis précoce. J'espère que vous arrivez quand même à lire parce que tout se chevauche, c'est un peu pénible. Donc, si on regarde la période de référence en bleu à gauche et mes projections donc à moyen terme et à horizon plus lointain, on voit que la date de floraison, alors je n'ai pas précisé, ils ont travaillé avec un scénario optimiste. Voilà, ils ont fait ce choix-là. On a des étudiants qui sont optimistes, c'est très bien. Donc, c'est des résultats pour ce scénario plutôt optimiste. Et donc, on voit bien une réduction du cycle via, par exemple, la date de floraison qui avance de 6 jours. Et si on regarde la date de maturité, elle avance de 10 jours. Donc, on a une accélération du cycle végétatif grâce à l'augmentation des températures. Ensuite, ils ont regardé le bilan hydrique entre floraison et maturité, puisque le pois est assez sensible en fin de cycle. Ça peut conduire à des diminutions du nombre de graines. Donc là, ce bilan hydrique, il est représenté un petit peu différemment de tout à l'heure où je faisais un P moins ETP. Là, c'est un rapport de la précipitation sur le TP. Donc, quand ce rapport il est supérieur à 1, ça veut dire que les besoins en eau semblent être couverts par les précipitations. Quand c'est inférieur à 1, il y a un risque de stress hydrique. Donc, quand on regarde donc pour un semis tardif, donc au 1er mai, le bilan hydrique était déjà, donc le P sur ETP était déjà assez faible, on va dire, à 0,6. Par contre, il faut bien avoir en tête que ce n'est pas totalement le besoin du pois. On est d'accord que j'utilise l'ETP, que ça retranscrit les besoins plutôt d'un couvert très dense qu'on appelle un gazon. Enfin, c'est une idée de l'évapotranspiration, mais les besoins du pois sont un petit peu différents. Donc, ça ne veut pas dire forcément que le pois était déjà en stress, on est bien d'accord. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est pour ça, c'est de regarder l'évolution de cet indicateur. Donc, on était à 0,6 et on voit que cet indicateur diminue et arrive dans un horizon plus lointain à 0,45. Donc, on a une amplification des déficits hydriques. Et si je regarde cette fois le nombre de jours de forte chaleur,
Donc cette fois-ci, de la même façon, on a une augmentation du nombre de journées à 25 degrés, ce qui pourra conduire à des problématiques de qualité, déjà de fécondation, de couleur de fleurs, de remplissage et d'hétérogénéité de maturité, ce qui est finalement très compliqué en termes de date de récolte pour l'agriculteur et pour la filière. Voilà, donc en petit résumé, on a un raccourcissement du cycle, une augmentation du risque de déficit hydrique et du nombre de journées estivales. On s'est demandé justement si on pouvait utiliser comme levier, par exemple, le fait de semer plus tôt. Est-ce qu'en semant plus tôt, j'esquive un petit peu ces risques-là? Donc, on a fait les mêmes calculs avec un semis plus précoce au mois de mars. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'on a du coup, de la même façon, un décalage de la date de floraison et de maturité, à peu près de la même gamme, si c'est 10 jours. Si on regarde le rapport P sur ETP, il était déjà initialement en période de référence plus important. On a une petite baisse, mais qui reste autour de 0,75. Donc, on voit qu'on a un stress hydrique moindre. Et puis, on a quand même regardé aussi le risque de gel, parce qu'en avançant la date, c'est le risque qu'on peut avoir. Et donc, on a regardé le jour de la dernière gelée. Et donc, elle était au 8 avril dans la période de référence. Et elle s'avance au 22 mars, voire au 13 mars, dans un horizon lointain. Ça veut dire qu'on pourrait penser que le semi-précoce est une solution potentielle pour le pois de conserve. On voit de plus en plus irriguer, par exemple, et des problématiques finalement aussi de température forte. Par contre, on est bien d'accord que l'industriel ne peut pas se permettre de faire semer à tous les agriculteurs en même temps au mois de mars. Et c'est là où finalement, c'est important de pouvoir travailler conjointement entre les agriculteurs et les filières, parce que finalement, il y a des contraintes de part et d'autre. Et du coup, les choix d'adaptation, ils doivent être réalisés de concert pour pouvoir proposer des leviers qui soient vraiment mobilisables et qui puissent être vraiment développés pour préserver l'ensemble de la filière. Je continue dans mes outils. On a ce qu'on appelle les modèles de culture, qui est finalement, on pourrait dire un peu le saint graal, hein, c'est que les modèles de culture vont permettre de simuler l'ensemble du système sol, atmosphère, culture. Donc du coup, ça veut dire qu'on peut, sur un sol donné, en y intégrant les caractéristiques du sol, un itinéraire technique, injecter les scénarios de projection climatique et arriver à des valeurs de rendement, voire de qualité. Et donc là, ça nous permet vraiment d'avoir quelque chose finalement un cumul des effets, parce que les indicateurs agroclimatiques, on va vous présenter une série d'indicateurs agroclimatiques qu'il faut réussir à mettre au final, à en faire une synthèse, ce n'est pas toujours évident. Là, finalement, la synthèse de tous ces stress, c'est le rendement qu'on obtient et la qualité. Donc, c'est ce qu'il y a de mieux, vraiment rendre compte des effets du changement climatique. Par contre, il y a peu de cultures qui sont paramétrées dans les cultures qu'on a chez nous. La plupart des modèles sont paramétrés avec pour le maïs, pour le colza, pour le blé, etc. On n'a pas de modèle de culture sur des cultures plus marginales. Je vais quand même vous montrer un peu plus concrètement 2 résultats qui ont été réalisés par mon collègue Joachim Boissy. Donc, il a fait de la modélisation avec un modèle qu'on appelle STIX. Donc, en intégrant 3 types de sols pour une zone peu pluvieuse, on va dire, du sud de la région, avec donc encore 2 horizons de temps, sans changer les itinéraires techniques ni les variétés, en prenant ce qui est fait habituellement. Et en prenant en compte l'évolution du CO2, ce qui permet une compensation pour certaines cultures, comme je l'ai dit, positivement. Je vous ai présenté des graphiques qui ressemblent à ce qu'on appelle des diagrammes violons chez nous, dans lequel il y a un point rouge qui indique la valeur moyenne, et ensuite, ce qu'il faut regarder, c'est la forme de, on va dire, la patate. Et donc, cette forme, elle va donner, quand on la regarde en hauteur, la fréquence. Donc, pour un rendement donné, pour toutes mes projections climatiques, quelle est la fréquence d'atteinte de ce rendement. Et puis, quand on regarde son étendue plutôt horizontale, ça nous donne une idée de la variabilité, c'est-à-dire des valeurs mini un peu à maxi qu'on peut obtenir. Je voulais quand même préciser que je vais vous présenter des données de rendement, mais il faut faire attention, c'est que derrière un modèle, il y a l'incertitude. Derrière, en plus, j'y intègre l'incertitude de projection climatique. Et je suis vraiment dans un contexte où j'ai saisi un type de sol donné sur une station donnée. Donc voilà, ça ne retranscrit pas forcément, c'est pas forcément à prendre pour mot complètement, c'est vraiment pour un cas spécifique. Et il y a toujours un petit peu d'incertitude. Donc, ce qui est important, c'est vraiment de regarder la valeur que je vais vous présenter dans la période de référence et la projection, et pas tant d'étudier la valeur vraiment absolue. Donc, à gauche, le maïs grain. Donc, en bleu, la période de référence. En jaune, le scénario pessimiste.
Donc, si on regarde le point rouge, on voit qu'on a une baisse du rendement. Donc, on avait, là, dans l'estimation qui avait été faite dans le cas de figure étudié, un rendement autour de, on va dire, 6 tonnes de matière sèche par hectare. On a une baisse du rendement du maïs grain, qui reste autour de 5. Et ce qui est vraiment important, c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est de regarder la forme de notre patate. Et donc, ce qu'on peut voir, c'est que finalement, autant sur la période de référence, on avait une forte fréquence de rendement autour de 6, on va dire entre 5 et 7 tonnes, autant là, finalement, on observe moins cette fréquence importante. On a une distribution beaucoup plus large des résultats de rendement. Et surtout, ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'on va jusqu'à 0, ce qui était quand même pas trop le cas, même pas le cas, en tout cas dans notre simulation, sur la période de référence. C'est-à-dire que du coup, le changement climatique va conduire certaines années à avoir des échecs totaux de la culture. Si je regarde le colza, le point rouge, on a une très légère baisse du rendement, ça reste quand même assez minime. Par contre, on voit aussi de la même façon que ma patate, elle change un petit peu de forme. On aura parfois des rendements bien, bien supérieurs. Et parfois, si je regarde là, donc la pomme de terre jaune, on a finalement on va avoir des moments où la culture, elle ne pourra même pas lever. Et donc, on aura des échecs totaux de la culture. Tout ça pour dire, encore une fois, qu'en fait, on est face à une vraie amplification de la variabilité pour la plupart des cultures, et que finalement, c'est ça qui est le plus compliqué peut-être à gérer, c'est que dans un modèle économique, que ce soit pour la filière industrielle ou pour l'agriculteur, c'est compliqué à gérer cette variabilité assez forte de résultats. Pour finir sur les effets, alors je vous ai présenté les effets directs du changement climatique sur la production végétale. Il y a des effets indirects. Donc, ces changements climatiques, ils vont impacter les maladies et les ravageurs. C'est assez difficile à prévoir parce qu'en fait, les impacts sur le ravageur, par exemple, on va avoir des impacts du changement climatique aussi sur les auxiliaires. Et donc, c'est compliqué d'essayer de voir finalement comment va être impacté à la fois les auxiliaires et les ravageurs, et la synchronisation, voire désynchronisation qu'il y aura entre eux. Et de la même façon pour les maladies, on peut avoir des désynchronisations entre la pression maladie et des stades nuisibles. Et ça, c'est très compliqué à regarder avec des projections climatiques. Si je prends le cas des maladies, par exemple, l'apparition d'une maladie, a priori, on va avoir effectivement des périodes où on aura des printemps peut-être un peu plus chauds et donc plus de risques de maladie. Par contre, l'été, des périodes beaucoup plus sèches et du coup peut-être moins propices aux maladies. Mais en fait, ce qu'il faudrait regarder quand on regarde les maladies, c'est presque la variation à l'échelle de la journée. Certaines maladies, c'est une fluctuation de température et d'humidité sur la journée qui fait son apparition. Et ça, on n'est pas capable de le regarder à une échelle si fine avec des projections climatiques. Donc, c'est très difficile d'évaluer les effets sur ces bioagresseurs. Sur les adventices, de la même façon, ce n'est pas forcément évident. On pense qu'il y aura forcément aussi des modifications des périodes de levée préférentielles du fait du changement des températures, donc des décalages finalement d'apparition de certaines adventices. Mais c'est aussi tout autant peut-être le changement des systèmes qui va impacter, parce qu'on va devoir s'adapter finalement à ce changement climatique, et cette adaptation des systèmes va induire potentiellement et très certainement des changements de flore. Et le dernier impact un peu indirect, c'est finalement l'effet aussi du changement climatique sur, j'ai dit l'absorption des minéraux s'il y a moins d'eau, et aussi sur la minéralisation de la matière organique. Je vous invite, je fais une petite pub pour mes collègues, à regarder si ça vous intéresse. Un webinaire va être organisé le 17 mars sur l'effet du changement climatique sur les vulpins et sur les stratégies d'adaptation. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez vous rendre sur le site d'AgroTransfert. Voilà, donc en conclusion, ce que je voulais vous dire, c'est bien que les outils de l'agroclimatologie, ce n'est pas des boules de cristal, on n'est pas capable de prévoir de façon très sûre le climat de demain et l'impact sur les cultures en termes de vraiment valeur absolue. On n'est pas capable de dire quel sera le rendement précis et quelle sera la température très précise. Ce qui est important de regarder, ce n'est pas ça, c'est vraiment les évolutions. C'est qu'est-ce qu'on avait avant et qu'est-ce qui se passe a priori dans le futur. Et c'est là où on voit que finalement, il y a des évolutions dans les tendances, mais il y a surtout des évolutions dans la variabilité et dans la fréquence d'événements extrêmes. Et ce qu'il faut permettre, finalement, ce qu'on va chercher à faire, à faire AgroTransfert avec l'ensemble des partenaires sur lesquels on travaille, c'est de sensibiliser les agriculteurs et l'ensemble des acteurs agricoles
à ces changements climatiques pour leur permettre d'anticiper, d'imaginer des adaptations. Et vraiment dans cette idée de dire: «Je vais essayer de réduire la vulnérabilité en prenant mieux en compte, en anticipant finalement les risques à venir». On va travailler notamment, je ne rentre pas dans le détail, sur des pistes d'adaptation, donc plus spécifiquement sur l'eau. On va pouvoir jouer sur la demande en eau du système via des dates de semis, des choix des cultures, des variétés, et on peut jouer sur l'offre en eau, donc la mise à disposition d'eau pour la plante, en jouant sur un peu le microclimat, peut-être par l'agroforesterie, et puis aussi sur le sol, puisque le sol est une vraie éponge à eau, et l'idée, elle est de faire en sorte qu'on maximise l'eau qui s'infiltre dans le sol et de le retenir un maximum. Donc ça, c'est un travail sur lequel on va travailler au sein d'Agrotransfert. Justement, c'est ce qu'on va chercher à faire dans un projet qui s'appelle Réseau, donc qui est une mobilisation collective de plusieurs partenaires agricoles de la région. Donc l'idée de ce projet, c'est de concevoir des systèmes de production plus économes et plus résilients à l'aléa sécheresse dans un contexte de changement climatique. Donc aujourd'hui, les partenaires du projet sont Agrotransfert Arvalis, les Chambres, l'INRA, Junia Unilassal, l'Unilet et Bio de France. Et on est en train d'ouvrir le partenariat à d'autres acteurs. Et donc, le groupe Carré va devenir partenaire du projet en 2023. C'est un projet qui est financé par les agences de l'eau et la région, dans lequel on va travailler sur l'exposition du changement climatique, sur les leviers d'adaptation et sur l'accompagnement à la conception de systèmes plus résilients. Donc, je vous invite à suivre le projet sur la page d'Agrotransfert, sur les réseaux, sur lequel justement on va vraiment, à partir de 2023, mettre en place des expérimentations pour travailler sur les leviers d'adaptation. Et puis, j'ai parlé adaptation, mais il y a aussi une deuxième façon finalement aussi de gérer finalement le changement climatique, en tout cas de le limiter, c'est de jouer sur l'atténuation. L'agriculture a un rôle à jouer sur l'atténuation. Je ne vais pas vous parler de ça aujourd'hui, je voulais juste vous dire que voilà, qu'on a des équipes en interne qui travaillent sur cette question de l'atténuation au changement climatique. Et donc, à la fois donc, sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre liées aux combustions fossiles, à la fertilisation et au stockage du carbone, et que j'ai des collègues qui sont en mesure de réaliser des formations à la gestion de la matière organique et du stockage du carbone et à la réalisation de bilans carbone et gaz à effet de serre. On a un outil en interne qui a été créé, qui est conforme au label bas carbone, grande culture, qui permet justement de réaliser des bilans de gaz à effet de serre sur les grandes cultures. Voilà, j'espère que je ne vous ai pas perdu. Je suis désolée pour la mise en page, je ne sais pas ce qu'il y a eu, pourtant on avait revalidé, ça passait bien, mais il y a eu des changements entre deux que je n'explique pas. Super, merci Charlotte pour ton intervention. Avant de vous donner la parole pour si vous avez des questions, vous dire que donc, ce webinaire sera en replay donc, sur notre page YouTube. D'ailleurs, Charlotte a parlé de bilan carbone, donc si vous voulez en savoir un petit peu plus, comme je vous le disais en introduction, on a un webinaire d'une heure sur ce sujet. Les prochaines dates à retenir, donc vendredi, on a une formation sur l'irrigation, pour ceux qui débutent en irrigation et qui voudraient avoir les clés pour bien commencer la prochaine campagne. Notre prochain webinaire, ce sera sur les machines de traitement de l'eau, le 15 février. Et on va avoir une deuxième édition de Pulpe by Night. Donc l'objectif, c'est de nuit, de pouvoir observer l'effet de différentes bulles et de différents adjuvants sur votre pulvérisation grâce à des colorants fluo. N'hésitez pas à vous inscrire. Un petit rappel sur le fait qu'on organise des certificats pour ceux que ça peut intéresser, que ce soit des certificats primo ou renouvellement. Renouvellement tous les premiers vendredis du mois, donc à Bouissou-Boulogne. Vous pouvez retrouver toutes ces informations sur notre site internet du groupe Carré. Vous pouvez également suivre nos actualités via nos newsletters. Donc les 3 dernières sont disponibles sur notre site internet. Vous pouvez également nous suivre sur différents réseaux sociaux et intégrer nos groupes WhatsApp si ça vous intéresse. On en a un dédié donc, à la ferme pilote et à l'actualité de la plaine et des événements de la ferme pilote, et un dédié au marché des céréales qui est animé par Jean Deray, notre responsable du marché céréalier. Et donc, si vous avez des questions, c'est le moment de les poser. En attendant, n'hésitez pas à utiliser le petit module conversation. On remercie déjà le compliment qui est arrivé pour cette belle présentation. Merci beaucoup, Charlotte. En attendant qu'il y ait des questions, moi, je voulais vous reprendre une image qui avait été donnée par l'ancien président d'Agrotransfert,
M. Guilingos, qui parlait en fait, qui nous donnait une image pour le changement climatique et l'agriculture associée associée à l'automobile. En gros, comme dans le contexte Picardie-Hauts-de-France, on a eu la chance d'avoir un climat stable et des très bonnes terres fertiles, on a eu une route assez plate et assez droite toutes ces dernières années. Et donc, les agriculteurs ont construit les meilleurs véhicules pour conduire sur ce type de route, que sont des Formule 1. Ça va vite, il n'y a pas trop de virages et on peut rouler très vite. Et c'est ce qu'on attend pour être le plus performant. Sauf que là, comme vous l'a expliqué Charlotte, la route, elle est en train de changer. Il y a sans doute un peu plus de virages, sans doute un peu plus de bosses, c'est plus aussi plat qu'avant. Et le problème, c'est que quand on roule sur ce type de circuit avec une Formule 1, les sorties de route, ça peut faire mal. Donc, les questions qu'il faut qu'on se pose tous ensemble, et c'est pour ça qu'on s'y investit avec AgroTransfert, c'est de dire qu'on ne connaîtra jamais exactement la route qu'il y aura demain. Ça, c'est pas possible. Par contre, avec les indicateurs agroclimatiques, on peut essayer de voir le type de circuit ou le type de route qui semble se présager pour demain. C'est tout le travail qui vous a été présenté. Donc déjà, les virages, est-ce qu'ils vont être à 90 degrés? Est-ce qu'on aura des épingles chez nous? Quelles peuvent être les qualités de route qu'on va être amené à conduire? Ensuite, c'est travailler l'évolution peut-être du véhicule. Donc ça, c'est plus costaud parce que la Formule 1, on va peut-être lui travailler un peu plus des amortisseurs, on va peut-être travailler la tenue de route, on va peut-être travailler sa capacité de reprise en sortie de virage, etc. Donc tout ça derrière, toutes ces images, c'est la génétique, c'est le choix des cultures, c'est les systèmes d'irrigation, c'est les taux de matière organique dans les sols, c'est la place potentielle de l'arbre, des systèmes d'agroforesterie là-dedans. C'est long, c'est costaud, on ne change pas de véhicule comme ça, en plus il faut le tester avant. Donc c'est pour ça qu'il faut s'en préoccuper dès maintenant. Et le dernier point, c'est la conduite. Donc ça, c'est possible. On peut utiliser le même véhicule et conduire différemment. Ou on peut s'adapter à demain un nouveau véhicule qu'on est en train de construire. Donc là, la conduite, c'est se met plus tôt, se met plus tard, se met différemment. Utiliser des outils de gestion des stress hydriques qu'on n'avait pas forcément là-dessus. Enfin voilà, c'est ces petits outils avec votre véhicule actuel ou avec le véhicule de demain qui peuvent vous permettre de gérer un peu différemment la route là-dessus. Voilà, je ne vais pas être trop long, mais moi j'ai toujours trouvé cette image très, très parlante sur ce qui se passe sur le changement climatique. Et on peut y raccrocher beaucoup de choses, comme vous l'a présenté Charlotte, avec une présentation qui était très claire. Et on vous laisse maintenant, vos micros normalement sont tous ouverts, réagir ou poser des questions sur le chat. Moi, j'ai peut-être une question pour Charlotte. Tu la connaissais, cette image de son ancien Eh ben président? non, pas du tout, et je l'ai notée parce que je la trouve assez pertinente. Donc peut-être que je te la piquerai à l'occasion. Il faut, c'est de l'ISO, donc il n'y a pas de. Alors, est-ce que tu peux nous donner, parce qu'un agriculteur nous disait que tu es impressionné par la précision des jaunages, comment est-ce qu'on arrive et où est-ce que se fixe cette limite là-dessus? Alors en fait, c'est vrai que c'est vraiment donc on a dans les projections climatiques, il existe plusieurs modèles qu'on appelle globaux qui voilà, qui regardent à une échelle très large, à 150 km, qui estiment les projections climatiques. Et ensuite, avec une intégration beaucoup plus de la topographie, de la distance peut-être par rapport à la mer, voilà, vraiment du paysage, etc., ils arrivent à intégrer ça de par la connaissance qu'ils ont sur les phénomènes atmosphériques, etc., à préciser finalement un peu plus le climat qu'il fera sur une zone donnée. Après, encore une fois, là, je vous ai présenté les résultats d'un modèle. Si j'avais pris un autre, j'aurais eu un résultat un petit peu différent. Et on n'est pas capable. Moi, on prend nous un modèle médian qui estime, voilà, de façon un peu intermédiaire de la pluie et la température. Mais en fait, un modèle climatique extrême qui prévoirait beaucoup plus chaud ou en tout cas beaucoup moins d'eau, il n'y a pas un modèle qui a plus de chances de se produire qu'un autre. Ça reste de la modélisation avec des hypothèses de calcul derrière et on n'est pas capable de dire quel sera le bon modèle. C'est pour ça que là, aujourd'hui, on a travaillé avec un modèle, mais l'objectif est vraiment d'intégrer plusieurs modèles parce que finalement, il y a une variabilité au sein de ces projections climatiques et c'est important de montrer aussi l'étendue de la variabilité. Mais en tout cas, effectivement,
voilà, il y a vraiment ces modèles-là régionaux sont vraiment pertinents parce qu'ils permettent d'avoir quelque chose de beaucoup plus précis. Après, ce qu'il faut dans l'intégration, quand on regarde les indicateurs agroclimatiques, c'est d'intégrer notamment par rapport à des stress hydriques, d'essayer de faire peut-être en parallèle des bilans hydriques parce que forcément, en fonction du sol et de la réserve utile qu'on aura dans le sol, la plante, elle sera pas stressée, le risque de stress hydrique est différent. Donc, il faudrait pouvoir calculer en fait des indicateurs agroclimatiques à partir de bilans hydriques pour avoir un petit peu plus de précision. C'est ce qu'on va chercher à faire dans le projet. En tout cas, on avait une remarque du même agriculteur qui nous dit que pour son exploitation, ce zonage lui paraît assez conforme avec son ressenti de l'évolution depuis 2 ou 3 décennies. Ouf. C'est cohérent. Bien. Et sur les indicateurs de bilan hydrique que tu nous as présentés, on est bien d'accord que c'est des bilans hydriques annuels, Oui. campagnes, fin de campagne. Donc, là aussi, dans ce que tu nous disais, le positionnement de ce bilan hydrique en fonction des saisons et des stades de culture adaptés, les chiffres présentés vont être très différents dès lors qu'on les positionne face à des besoins de culture ou des saisons différentes. C'est ça. Là, c'est vraiment des choses plutôt à l'année. Après, ce qu'il faut regarder, c'est effectivement en fonction des cultures et les cultures typiquement les haricots qui arrivent qui peuvent arriver beaucoup plus tard en saison, ont des risques de stress hydrique beaucoup plus importants. Donc ça, c'est clair. Et en fait, c'est vrai que j'étais à une présentation où il y avait Serge Zaka, qui est un petit peu quelqu'un de très connu dans le monde du changement climatique, qui disait justement qu'au final, dans les Hauts-de-France, on s'en sortait plutôt bien et que l'impact sur les cultures était quand même assez réduit. Mais en fait, finalement, il a présenté des résultats de grande culture parce que c'est là où il y a de la référence. Mais au final, c'est vrai qu'on manque énormément de connaissances écophysiologiques et il n'y a pas de modèle, il n'y a pas grand-chose qui sont faites sur les cultures qui sont un peu plus marginales, qui sont faites chez nous et qui sont quand même très sensibles sur les cultures de printemps, qui sont des cultures de contrat, où là, il y a quand même un risque qui reste assez important. On l'a vu cette année avec les haricots verts, où il y a eu à un moment donné des restrictions d'irrigation et qui s'appliquaient sur une étendue de haricots assez importante. Et donc là, finalement, il y a quand même, et ça peut être pareil sur les pommes de terre, des risques quand même de restrictions d'accès à l'eau, même si aujourd'hui on le connaît peu, qui vont potentiellement simplifier. Là, si on regarde typiquement cette année, on a une année très sèche. Là, ce qui se passe cet hiver, on n'a pas beaucoup de recharge pour l'instant des nappes, ce qui veut dire que si derrière on repart sur une année sèche, on peut avoir encore plus de problématiques d'accès à l'eau. Donc nos systèmes qui sont basés beaucoup sur des cultures irriguées, globalement, on a plus d'eau et c'est vrai, on entend, mais il reste beaucoup d'eau en Hauts-de-France, on a beaucoup de pluviométrie, ça va augmenter, donc on peut continuer d'irriguer. Mais en fait, du fait de cette variabilité, il suffit qu'on ait 2 années sèches et un hiver qui ne se recharge pas pour être face à une situation très tendue et un vrai verrou. Et que ça, du coup, il faut l'avoir anticipé pour l'éviter. Et c'est pour ça que même si en tendance, on a plus d'eau, on n'est pas à l'abri d'une vraie problématique d'accès à l'eau quand même sur certaines cultures. On a une question. Le projet réseau intégrera-t-il les cultures légumières ou les connaissances sont-elles insuffisantes pour entrer dans ce cadre? Alors, c'est vraiment l'objectif du projet réseau, c'est de vraiment essayer voilà, de s'attarder à ces cultures sur lesquelles pour l'instant il n'y a pas beaucoup d'indicateurs. Et donc on a au sein de l'équipe recruté quelqu'un pour pouvoir travailler justement sur ces cultures-là. Donc Mathilde a commencé à travailler sur les pois de conserve. On va continuer le travail aussi en lien avec l'Uniled pour travailler sur les autres légumes. Et puis après, même sur le lin, il n'y a pas grand-chose, mais c'est une culture qui va être très, très sensible aussi à ces problématiques de stress hydrique. On a commencé à travailler aussi sur les pommes de terre. Donc l'idée, elle est vraiment de pouvoir travailler sur des indicateurs, d'identifier des indicateurs agroclimatiques pour ces cultures. L'intérêt par rapport, alors aller jusqu'à un modèle, c'est pas jouable. Pour, pour paramétrer un modèle avec une culture, c'est un travail très lourd, très long et dans lequel il faut vraiment beaucoup, beaucoup de connaissances. L'avantage des indicateurs agroclimatiques, même si on n'est pas capable peut-être de tout traduire parce qu'on n'a peut-être pas la connaissance de tout expliquer, on pourra quand même, dans tous les cas, identifier certains indicateurs par rapport à des sensibilités et déjà donner des idées de risques pour certaines cultures. Et c'est ce qu'on a commencé à faire, en tout cas pour les pois.
que j'ai présenté, mais qu'on a continué de travailler encore plus, et sur le lin, etc. Donc l'idée, elle est vraiment de se focaliser sur les cultures spécifiques de la région, sur lesquelles il y a peu de connaissances pour l'instant, pour essayer d'identifier ces indicateurs. Moi, j'avais une question, Charlotte, je sais pas si tu sauras répondre, mais tu disais que dans les Hauts-de-France, finalement, on était assez, entre guillemets, épargné par l'impact du changement climatique. Est-ce qu'il y a des zones en France où ça va être plus impactant, et si oui, lesquelles? Alors je n'ai pas 100 de la réponse, je sais juste de par ce que j'ai entendu, de Serge Jacquat justement, qui vraiment le sud de la France, quand on descend vers la Méditerranée, sera très problématique, et il prenait l'exemple notamment de l'Andalousie, qui deviendrait presque une zone, il parlait de désertification de cette zone-là, tellement il y aura des problématiques d'eau. Donc je pense que voilà, dans les zones, dans toute la zone aussi, il y a eu un projet qui est, autour du bassin Adour-Garonne, qui est, aussi une région assez problématique, et dans ces régions-là, effectivement, il y aura des vraies problématiques de ressources en eau. On l'a vu sur des rivières, et cetera, complètement asséchées. On n'en est pas effectivement, nous, dans les mêmes conditions. Donc, effectivement, il y aura des zones dans le sud où l'agriculture est vraiment, potentiellement remis en cause, quoi. Mais inversement, par rapport à ça, c'est aussi des régions où ils ont une certaine culture de la sécheresse. Enfin, voilà, ils ont quand même des habitudes que nous, on n'a pas forcément. Et je reprends cette image, c'est vrai que même si les changements qu'on va avoir, ils vont être sans doute moins importants que dans d'autres régions, il n'empêche que nous, comme on conduit très vite, des changements d'habitude, les exploitations agricoles sont quand même avec des charges de structure, enfin des engagements assez importants. C'est pas évident, même sur des petits virages, voilà, de faire les évolutions. Donc nous, la spécificité, elle est là-dessus. Peut-être moins de changements climatiques, mais quand même, parce que on a voilà, des Formule 1, parce qu'on roule vite, c'est difficile de savoir bien prendre les virages qui commencent à arriver. Je suis assez d'accord, c'est-à-dire qu'on a des cultures sur lesquelles il y a, des outils, on va dire, je ne sais pas si on prend la pomme de terre, où il y a effectivement un investissement important qui est fait, et sur lequel, bah, c'est la vraie, enfin, cette culture-là dans l'exploitation représente quand même, économiquement quelque chose de très fort, et que du coup on ne peut pas se permettre, voilà, un petit décalage de route, comme pour reprendre ce que tu dis, peut conduire à 2 années successives comme ça, à des gros problèmes de trésorerie, et derrière, c'est une succession de quelque chose de très compliqué pour un agriculteur de se remettre, en route. Donc du coup, je pense qu'effectivement, nos variations, ces aléas à nous, même si en tendance, on s'en sort plutôt bien, les aléas, elles peuvent nuire, de façon assez importante quand même, à l'équilibre d'une exploitation agricole, et c'est l'importance de ce système de résilience, et de résilience à l'aléa, et de dire comment je gère le risque du climat quand j'aurai des stress hydriques intenses, et aussi parfois quand j'aurai des excès d'eau qui peuvent aussi conduire à des situations très compliquées, quoi. Et c'est ça qu'il faut réussir à anticiper, et je pense qu'une des meilleures réponses par rapport à tout ce que tu disais, c'est peut-être justement la diversification. C'est de peut-être pas mettre tous ses œufs dans le même panier, et de voir dans quelle mesure, je diversifie, les cultures, je sais pas, les dates de semis, les variétés, les leviers, de résilience du sol, et cetera, pour finalement essayer d'avoir un système qui, est moins dépendant comme ça d'une variable, entre guillemets, et de distribuer le risque en quelque part, quoi. Il faudra les deux, hein. Court terme, la semaine dernière, j'étais avec une réunion avec François Grémer qui parlait de l'évolution du matériel génétique. Donc, il y a un gros travail qui est en cours pour apporter des solutions plutôt sur la partie véhicule. Donc, voilà, on aura de la matière différente pour travailler dans la région face à l'évolution du changement climatique. Mais dès aujourd'hui, parce qu'on se rend compte aussi en écoutant les climatologues que ça va un peu plus vite sur certains sujets que ce qu'on estimait dans les modèles. Donc, avant que les nouveaux véhicules soient prêts, il faut déjà se mettre Oui. dans des schémas de conduite différents avec notre véhicule actuel sur quelques outils qu'on a, dont on a parlé. Enfin, voilà, les dates de semis, le choix dans les variétés actuelles, la capacité à gérer les aspects de fertilité des sols, d'irrigation différenciée, ou c'était le premier webinaire qu'on avait travaillé aussi, où les quelques outils qu'on peut avoir sur des produits, par exemple, de biostimulation pour gérer les stress hydriques. Voilà,
voir un peu toute la palette d'outils qu'on a à disposition et savoir s'en servir. C'est-à-dire déjà avoir conduit un peu avec pour les années qui viennent. Tout à fait. Et je pense qu'en plus, je pense qu'il y a des leviers qui vont de concert avec la problématique aussi d'aléas économiques, en tout cas de prix qu'on peut voir aujourd'hui. Les systèmes ont besoin d'une résilience aussi face à ces fortes fluctuations de prix et derrière, c'est des leviers qui peuvent être identiques d'avoir un système qui est, avec des charges plus réduites et un système plus résilient, en retravaillant, mais de ce qu'on entend partout de toute façon aussi, à partir de son sol différemment, quoi. Je vois qu'il est 12h13. S'il n'y a pas d'autres questions, on va vous remercier pour votre participation. Et Charlotte également, un grand merci pour ta présentation. Merci beaucoup. Et puis on vous souhaite tous Merci à un vous. bon appétit et une bonne journée. Merci à tous. Merci. Merci Charlotte. Merci à vous pour la sollicitation.